Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs d'Il Mauritania et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom Sur. Vous le savez sans doute, le président de la République a procédé aujourd'hui au lancement de la campagne agricole 2021-2022. Cette actualité nous offre l'occasion d'ouvrir un débat sur la situation de l'agriculture en général et sur les stratégies et politiques mises en œuvre par l'État pour le développement du secteur et la réalisation de la sécurité alimentaire dans le pays. En dépit de ces handicaps et contraintes, il existe une réelle volonté des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et des populations de promouvoir et mettre en œuvre une exploitation optimale du potentiel existant. Un rapport publié récemment par la FAO souligne que le secteur agricole contribue du moins à hauteur de 30% dans la couverture des besoins céréaliers de la Mauritanie. La surface agricole utile, elle représente moins de 0,5% du territoire national, estimé à 5200 hectares. De plus, 44% de cette surface, soit 220 000 hectares, sont constitués de terres exploitables en système de production pluviale et qui dépendent fortement de la pluviométrie, de l'écoulement hydrique et donc de la qualité des infrastructures hydrauliques. Notre émission de ce soir traitera successivement des principaux enjeux et défis du secteur agricole, de l'irriguer des cultures pluviales et oasiennes et enfin de l'agriculture en Mauritanie à l'horizon 2050. Afin de mieux comprendre les enjeux et les défis de l'agriculture mauritanienne, nous avons invité à ce numéro de Zoom Sur des spécialistes du domaine. Nos invités sont M. Mohamed Nemin, chargé de mission au ministère de l'Agriculture, M. Abdellahi Baba Zeyad, directeur de la planification des statistiques, de la coopération et du suivi et évaluation au même département. Bienvenue sur le plateau de Zoom Sur. Avant de débattre de notre sujet, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baila Ba. La wilaya d'Itrarza constitue le grenier de la Mauritanie en raison de l'importance de ses potentialités agricoles et de sa production céréalière, notamment rizicole. Les superficies cultivables de la wilaya sont de 55 000 hectares. Prenons le cas du projet agricole de Chéchia, relevant de l'arrondissement administratif de Jidr el-Mohagen. Il couvre une superficie de 523 hectares et il avait été lancé par le président de la République en 2020 pour être achevé sur une période de 12 mois hors saison d'automne. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a supervisé à partir de la localité de Chéchia, relevant de l'arrondissement de Jidr el-Mohagen, le lancement de la campagne agricole 2021-2022. Le lancement de cette campagne intervient après l'achèvement du projet de mise en valeur des zones agricoles irriguées. Sur place, le président de la République a été édifié sur les tenants et les aboutissants du projet. En d'autres termes, le projet consiste à augmenter les revenus des exploitants de manière durable et améliorer le niveau de vie de la population conformément à la stratégie nationale de développement du secteur agricole pour accélérer la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. 150, c'est le nombre de familles bénéficiaires du projet et l'enveloppe financière des différentes activités du projet en question est de plus d'1 milliard de nouvelles ouguiyas. Merci à mes invités qui ont eu la gentillesse de répondre à notre appel ce soir. Et pour commencer, pourquoi le choix de ce site Chéchia et quelle impression ou interprétation avez-vous du fait que le président de la République a en personne supervisé le lancement de cette campagne? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, il faut dire que ce choix est tout d'abord dicté par le fait que c'est un nouvel aménagement, nouvellement construit, aménagé, et surtout que fait partie d'un programme d'aménagement
qui rentre dans le cadre du programme Tahaoudati, volet agriculture, et de façon spécifique sa composante aménagement. Il faut aussi noter que ce site de Chéchié, les travaux sur ce site de Chéchié ont été lancés par Son Excellence en 2020, janvier 2020. Et donc, le fait que le président de la République vienne lancer la campagne sur un site qu'il a lui-même supervisé les travaux de démarrage, pour superviser également le lancement de la campagne en termes de mise en valeur, constitue en lui-même une activité très importante, significative pour ce lancement de campagne. Mais il faut dire que il fait partie d'un ensemble de périmètres publics, comme le périmètre pilote de Gorgol, le casier pilote de Bouguet. C'est un périmètre collectif. Et donc le fait que le président ait lancé le démarrage des travaux et qu'il assiste également à la mise en valeur constitue en lui-même une activité significative pour ce travail. C'est pourquoi donc le choix de ce site a été proposé par le département pour tout d'abord montrer l'importance qu'accorde le chef de l'État au lancement des activités dans ce site qui est destiné à des populations vulnérables dans une zone qui doit, pour des agriculteurs qui vont produire pour la première fois, dont les revenus étaient très limités et qui, à partir d'aujourd'hui, auront des revenus substantiels parce que tout simplement, ils profitent à 760 familles avec une superficie qui tourne entre 0,5 et 1 hectare et cela veut dire qu'on s'attend à 5 à 6 tonnes par hectare. Oui, cette signification donc, du choix du site et de la situation. Tout d'abord, on remercie la télévision pour cette occasion. Nous revenons justement de ce périmètre tout à l'heure. Mais si vous me le permettez, vous avez annoncé un potentiel qui est, à mon avis, un peu inférieur au potentiel réel des superficies agricoles en Mauritanie. Qui est de Qui est de l'ordre, actuellement, on dit qu'il est de l'ordre de 535 000 hectares. 500, d'accord. 535 000 hectares, un ordre de 1000 hectares, et pas 54 000. 54 000. Potentiel. Et puis d'ailleurs, il est beaucoup plus supérieur à ça. Parce qu'il n'y a jamais eu un recensement général de l'agriculture. Et à mon avis, toutes les zones mauritaniennes sont des zones agricoles ou agro-pastorales. On peut pratiquer l'agriculture pratiquement dans toutes les wilayas de la Mauritanie. Deuxièmement, en tout cas, nos potentiels agricoles en eau et en terre sont très sous-estimés, malheureusement. Et nous attelons maintenant à essayer de faire un recensement général de l'agriculture et aussi des autres ressources, surtout les ressources en eau. Pour maintenant le périmètre de Chéchia, son choix. Je crois que, vous savez, le programme Tahaoudati prévoit la réalisation de 5 000 hectares par année pendant le premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le coup d'envoi, comme a dit Monsieur le chargé de mission, a été lancé de Chéchia au mois de janvier, précisément le 27 janvier 2020. Et voilà, dans une année et pratiquement 5 mois, le périmètre de 525 hectares dans 7 ans, c'est-à-dire que c'est un grand périmètre, a été réalisé dans ce temps-là. C'est un record. Et il faut signaler aussi que tous les périmètres qui sont réalisés dans le programme Tahaoudati sont destinés aux populations les plus vulnérables. Et donc, la répartition a été faite par l'administration avec une approche participative et sans retenue. Donc, toutes les superficies, en dehors des infrastructures, ont été réparties pour les populations les plus vulnérables. Et donc, aujourd'hui, on s'achemine à mettre en œuvre, à compléter un peu. Vous savez, l'année agricole est une année qui commence en 2020, 2021, 2021, 2022. Donc, le programme 2021-2022 est déjà achevé à 2039 hectares actuellement. Et on est donc au stade de finition, de finalisation des travaux pour les premiers 5 000 hectares. Et nous avons déjà engagé une programmation pour 5 000 hectares dans le 5 700 et quelques hectares pour l'année 2021-2022. Et vous conviendrez avec moi, les experts sont unanimes à dire que la Mauritanie a un grand potentiel pour le développement de ces secteurs. Et les Mauritaniens ont toujours en mémoire, ça c'est pour rappel, la crise que nous avons traversée au lendemain de la fermeture des frontières causée par la Covid-19.
et la flambée des prix des produits agricoles et maraîchers de façon particulière. Est-ce que votre département a tiré une leçon de cette période? Affirmatif. Vous avez parfaitement raison de dire que la pandémie du Covid-19 a créé des conditions tout à fait particulières. Le circuit et la chaîne de distribution des différents intrants de produits céréaliers s'est automatiquement grippé, comme on dit. Et notre pays, comme d'ailleurs la majorité des pays du Sahel, dans les régions les moins nantis, comme on dit, en produits, a souffert de cette situation. D'où cette décision courageuse de passer à la valorisation du potentiel agricole, agropastoral, je dirais même, à travers la mise en place de plans ambitieux. Donc c'est une décision hautement politique et une décision des plus hautes autorités de ce pays. C'est de passer tout d'abord à profiter tout d'abord du potentiel en aménagement, d'où les chiffres que mon collègue a présentés, ambitieux, 5700 hectares annuellement, d'où le passage à la construction de façon accélérée de barrages en zone pluviale, d'où la maîtrise du circuit d'approvisionnement en intrants, etc. Donc les plans, il y a eu 3 programmes. Nous avons mis en place en 2020 le programme Covid Riposte. C'est le programme MDR, ancien MDR, pas suivi du programme prioritaire. Et puis le plan de relance économique. Tout cela inclut des composantes agricoles à coût élevé. Et aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu, le chef de l'État confirme cette orientation. Il l'a confirmé aujourd'hui, en visitant le site qui fait partie et en répétant, en s'adressant aux populations arrossolènes pour évoquer les 3 contraintes majeures qui restent encore à analyser, à savoir l'assurance agricole, le financement et puis la protection. Alors donc, c'est d'où l'intérêt que je vous dis, que l'État est décidé à valoriser et à prendre les dispositions nécessaires pour arriver à cette autosuffisance alimentaire. On vous dira plus tard les détails de ces programmes, si ça vous intéresse. Tant mieux. Allez-y. Bon, je complète mon collègue tout en vous disant que vous avez parfaitement raison. Et je crois qu'il n'y a pas plus éloquent que le diagnostic de son Excellence, Monsieur le Président de la République aujourd'hui. Et que la crise Covid en est l'exemple éloquent. Il faut dire qu'à part la filière rizicole, toutes les autres filières sont malheureusement en dehors du programme vraiment de production sur lequel nous avons investi beaucoup d'argent. Et puis, je crois qu'il y a même l'absence. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu... L'investissement privé, malheureusement, a été marginalisé. Pourquoi? Comme l'a dit mon collègue, c'est quand on parle de l'assurance, quand on parle de l'assainissement des systèmes de financement du secteur agricole, la bonification, les infrastructures et tout cela, ça c'est pour essayer d'assainir un peu le climat institutionnel, le rendre attrayant pour l'investissement privé. Parce qu'en réalité, nous, notre système d'agriculture est basé sur 2 piliers essentiels. L'appui au collectif, qui est donc une agriculture solidaire, et l'encouragement du secteur privé vraiment à travailler, à investir dans l'agriculture. Ce qui n'était pas le cas, sauf pour la filière rizicole. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons été instruits, nous avons aujourd'hui une feuille de route très claire. Et je crois que cette feuille de route, nous devons y travailler. Parce que même les efforts qui ont été déjà fournis dans le passé, c'est des efforts timides, collectifs, orientés essentiellement vers la production, mais tous les aspects aval de la production n'ont pas été pris en compte. Donc maintenant, pour que vraiment l'agriculture booste l'économie nationale, pour qu'elle ait une valeur ajoutée, nous avons tout ce qu'il faut. Il n'y a pas plus, nous avons l'eau, nous avons les terres et nous avons les climats qui peuvent nous permettre de produire des espèces, des spéculations primaires. Des terres également fertiles. Des terres fertiles. Comme l'a rappelé le président de la République. Bien sûr, comme l'a rappelé aujourd'hui le président de la République. Et il a même appelé les... Oui, c'est très clair. Il a instruit le secteur public à y travailler et il a lancé un appel au secteur privé. Et en réalité,
Nous travaillons actuellement, d'ailleurs depuis pratiquement c'est-à-dire nous avons décliné le programme prioritaire élargi que monsieur mon collègue l'a évoqué, parce qu'il y a à mon avis un programme prioritaire, il y a le programme riposte Covid qui est multisectoriel, et il y a le programme prioritaire élargi qui est le PROPEP. Et le programme prioritaire élargi qui est le PROPEP maintient pour l'agriculture des projets ambitieux structurants. Mais parallèlement à ces projets ambitieux structurants, nous développons un partenariat très avancé avec le secteur privé pour vraiment évoluer pour ce qui est de culture maraîchère, pour construire, pour transformer l'agriculture mauritanienne, surtout pour le maraîchage, avoir des infrastructures de stockage, de transformation, pour assurer une disponibilité toute l'année des produits maraîchers essentiels. Et je crois que ça c'est très facile, parce que la production du maraîchage est assez élevée, les besoins sont assez réduits, la population est assez réduite, et je crois qu'on peut facilement d'ailleurs réfléchir à l'exportation, parce que nous sommes compétitifs. Nous sommes dans un placement géographique qui est très favorable. Nous sommes donc entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, et l'Afrique du Nord aussi. Et puis, nous avons un climat qui est vraiment très propice pour développer pour la diversification agricole et pour l'intensification. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact ou du bilan de l'année en cours en cette période de Covid-19? Je dirais, vous n'aurez pas un bilan chiffré, peut-être c'est Internet, mais je vous dirais un bilan à titre qualitatif. Bien que des chiffres soient en préparation, suite à des évaluations, chaque campagne est évaluée. Qu'elle soit pluviale ou irriguée, elle est évaluée. Et c'est à la suite de cette évaluation qu'une communication en Conseil des ministres est présentée par le ministre sur un bilan chiffré. Mais je dirais qu'après le Covid, suite à ces dispositions qui ont été prises pour, tout d'abord, nous avons toujours été autour de 2 campagnes actives, c'est-à-dire dans le domaine de l'irrigué, 2 bonnes campagnes qui se succèdent, la campagne d'hivernage et la campagne de contre-saison chaude. Oui. Et d'ailleurs, je signale, pour bien répondre à votre question, que cette année, que là, au moment où je vous parle, que la contre-saison chaude 2021, en fin de moisson, a couvert environ près de 30 000 hectares de riz. Et qui aujourd'hui, les premiers indicateurs sont excellents. Les premiers indicateurs de cette production, c'est excellent. Si je dirais, je n'ai pas le chiffre exact pour les statistiques, mais je vous dirais que si j'affecte tout simplement 5 tonnes à l'hectare, vous allez multiplier par 30 000 et vous vous retrouvez avec pas moins de 150 000 tonnes de paddy. Et si je prends un coefficient tout simplement de 50% de riz blanc, vous allez trouver environ 75 000 tonnes de riz blanc qui seront produites pour cette campagne en cours. Alors, si je passe à la campagne passée, qui a eu des petits problèmes liés aux inondations, mais néanmoins, la production était bonne. Je pense que les indicateurs sont verts pour toutes les mesures qui ont été prises pour la campagne irriguée, tout d'abord en termes d'intensité culturelle, tout d'abord en termes d'occupation et d'emploi, et en termes, bien sûr, de couverture, parce que j'ai entendu, vous avez parlé de 30% de couverture. Oui. Nous, on dit plutôt autre chose, en tout cas pour l'irriguer. Quand on dit 30%, c'est les céréales, tout confondu. Mais nous, pour le riz, nous sommes loin. On ambitionne d'être à 82%. D'ailleurs, le discours du ministre aujourd'hui de l'Agriculture à Chéchier avait bien dit qu'avec les dispositions qui seront prises, on s'attend à une couverture à court terme de 82% de riz. Ce qui fait qu'on est plus loin de 100%. Et naturellement, pour le pluvial, les choses ne sont pas les mêmes. Un pluvial, vu les rendements qui sont assez faibles, les techniques sont encore limitées, on n'a pas cette couverture pour les céréales traditionnelles. Et pour simplifier, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de production pour l'hectare en irrigué? Est-ce qu'on peut avoir une idée pour simplifier un peu pour nos téléspectateurs? En fait, le coût à l'hectare fait intervenir plusieurs facteurs. Oui, allons-y, on peut en parler. Plusieurs facteurs. Vous avez le facteur carburant courant, vous avez le facteur du prix de la semence, vous avez le prix de la moisson, vous avez le prix de l'abord et de l'offsetage, vous avez naturellement tout ce qui est à la main-d'œuvre, vous avez tout ce qui est en sachage, c'est les facteurs qui rentrent, les main-d'œuvre. Et en général, en tout cas, pour le riz,
le compte d'exploitation pour le riz, en général, si vous êtes entre 3, 5 et 4 tonnes hectares, vous êtes déjà gagnant. Ah, d'accord. Et bien sûr, nous, on n'est plus à ce stade, parce qu'on estime pessimiste. On est aujourd'hui dans les normes de 5, d'ailleurs, on ambitionne 6 tonnes. Certains trouvent 7 à 8 tonnes par hectare des privés. Tout dépend, mais on n'est plus à l'ère de 3 tonnes, 5 et 4, non. Ce qui fait qu'on est dans une option de rentabilité, il est rentable. La filière riz est rentable. Et avec la filière maraîchère, aujourd'hui, vous avez vu, la filière maraîchère, si elle s'ajoute à la filière irriguée dans une exploitation, le maraîchage est une production très rentable. Sous réserve que vous utilisez les nouvelles technologies, que vous utilisez les équipements qu'il faut, le froid et tout, c'est ce que nous ambitionnons de faire. Parce qu'aujourd'hui, la présentation des exposés du privé ambitionne de faire 6 000 hectares, d'amener 6 000 hectares de produits, avec des centres de conservation, des équipements de conditionnement, etc. Donc, nous pensons plutôt rentabiliser davantage, en plus de la filière riz, la filière maraîchère, pour avoir une économie beaucoup plus rentable. En matière pour compléter mon collègue, Oui, allez-y. Je crois qu'on est en train d'évaluer la contre-saison chaude. Oui. L'échantillon est déjà évalué à 35% pour la contre-saison. Et je crois que, comme l'a aussi bien dit, nous attendons à une production en paddy, qui est de l'ordre de, parce que l'échantillon aujourd'hui nous renseigne sur 6, tonnes à l'hectare. Là, c'est l'échantillon. Mais il y a des pertes post-récolte assez importantes. Et il y a aussi tout ce qui est relatif aux pertes de transformation après la récolte et tout cela, qu'il faudra prendre en considération. Mais je crois qu'en matière de chiffres, nous avons 2 ordres de chiffres. Nous avons les réalisations physiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a réalisé plus de 2000 et quelques hectares. Nous avons réalisé plus de 49 barrages. Et nous avons réalisé beaucoup d'ouvrages structurants de régulation des eaux. Nous avons procédé à beaucoup de travaux de désenclavement, de curage, de focardage des canaux. On est dans l'ordre de 56 km de focardage et de curage, en plus de 77 kilomètres curés dans des zones qui ont libéré énormément de terres dans la zone de l'Ouéja et dans la zone de Koundi, et qui ont libéré pratiquement plus de 15 000 à 20 000 hectares, 10 000 hectares au niveau de la zone de la Ouéja, dans la Moukata Adirkiz, et plus de 10 000 hectares aussi dans la Moukata, entre le Brakna et le Trarza. Maintenant, le coût d'exploitation, comme l'a dit mon collègue, varie en fonction de la nature de l'exploitation. Il est en général, il varie entre 250 jusqu'à 300 000 à l'hectare. Mais en réalité, il est très variable. Il y a beaucoup de facteurs qui touchent un peu, qui modifient un peu ce coût d'exploitation. Mais comme l'a dit mon collègue, je crois qu'il faut que l'exploitation agricole soit un outil de production, une action génératrice de revenus. Il ne faut pas qu'on soit figé qu'un périmètre, il y a un périmètre rizicole. Il faut y pratiquer d'autres activités. Il faut que chaque actif du ménage et de la famille trouve un petit job à faire au niveau de ce périmètre-là. La diversification, l'intégration d'un petit élevage et tout ça. Et je crois que ça, c'est un processus qu'il faut, à mon avis, davantage consolider, moderniser surtout. Mais je crois qu'il faut aussi, et ça, je crois que c'est important de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui est très claire. Cette feuille de route est en parfaite harmonie avec le programme Tahoudati qui stipule qu'il faut exploiter les ressources dont on dispose. Et quand on les exploite, c'est exploiter les ressources naturelles, mais il faut aussi, à mon avis, bien traiter ce que nous produisons. Et c'est ça ce qui manque un peu les chaînes de valeur, tout ce qui est bon traitement des filières, malheureusement, ont été négligés. Et je crois que l'élan réel que va connaître l'agriculture, c'est l'approche d'intégration du secteur privé. Et je crois que nous avons senti que les négociations sont assez avancées pour ce qui est du maraîchage. Nous développons aussi actuellement des projets ambitieux d'agropoles, de complexes agricoles qui vont donc mettre en valeur des blocs de 5 000, 10 000, 20 000 hectares dans un cadre d'un partenariat tripartite, partenaires privés, État et collectivités locales, qui fait bénéficier aussi les collectivités locales. Et là, je crois que c'est vraiment ça ce qui va lancer un peu l'agriculture. Le ministre a également parlé aujourd'hui dans son intervention de l'intégration effective de l'agriculture dans les circuits de l'économie. Oui, c'est exactement ça. Je sais. Donc, allez-y.
Je crois que vous avez parfaitement raison, parce qu'il a parlé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la crème, comme on dit, du discours. Oui. Il avait évoqué, parce que quand on parle du secteur, et tout ce qu'on dit, c'est des politiques. Oui. C'est-à-dire que c'est des stratégies, c'est des approches. Je crois que si on analyse les discours du ministre de l'Agriculture aujourd'hui, devant son Excellence le Président de la République, il y a deux piliers sur lesquels monter cette stratégie. L'amélioration des conditions. Oui. Je rappelle, le premier pilier, c'est tout d'abord de réduire les coûts de production. Oui, oui. À travers quoi? Des investissements structurants, le désenclavement, le curage des axes qui vont, l'électrification des zones agricoles, qui vont naturellement se répercuter directement sur la réduction des coûts. Ça, c'est une approche. Oui. Et il y a la deuxième approche qui est le deuxième pilier, c'est la productivité. Oui. Production et productivité. Oui. Amélioration de la production et de la productivité. Et quand on dit amélioration de la production et productivité, c'est deux choses différentes. Amélioration de la production, c'est quantitativement. En quoi justement cette en approche termes de volume. Oui. Les productivités, c'est d'amener le rendement à évoluer. Comme je le disais, de passer. C'est comment le faire. Ce sont deux piliers. Si on arrive à augmenter, à travers l'introduction des technologies, de la semence améliorée, de la mécanisation, de la recherche, de la formation et de l'appui conseil, on passe à l'augmentation de la productivité. C'est les deux socles sur lesquels repose cette stratégie qui a été aujourd'hui dans le discours du ministre de l'Agriculture. Effectivement, c'est-à-dire que l'approche, c'est réduire les coûts, augmenter la productivité et la production. Tout ça, c'est pour rendre notre agriculture compétitive, moderne et porteuse. Et là, je crois que c'est très clair, mon collègue l'a dit. Donc, il y a des thématiques qui, au niveau de chaque pilier qu'il faut impérativement appliquer. Le strict respect du calendrier culturel, le choix des bonnes semences. Mais l'intégration réelle de l'agriculture à l'économie nationale se fera à travers les partenariats publics-privés, le développement des grands projets structurants qui vont impacter réellement l'économie nationale. Et tant qu'il n'y a pas ça, tant que l'effort est toujours communautaire et une agriculture de survie, on ne s'en sortira pas. Et je crois que les premières, c'est-à-dire c'est lancé, nous sommes actuellement dans la mise en œuvre. Nous avons identifié des blocs, nous avons des partenaires stratégiques qui sont très motivés et qui ont senti qu'il y a un assainissement, que le cadre institutionnel est très propice pour l'investissement. Et ils sont présents et ils veulent investir dans l'agriculture. Il y a des nationaux, il y a des investisseurs internationaux. Le patronat mauritanien est engagé. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça ce qui va porter l'agriculture. Parce qu'il faut dire que nous avons notre autosuffisance, notre souveraineté. Et, bon, quand je dis autosuffisance, c'est la souveraineté. Oui. Mais il y a aussi, à mon avis, l'aspect sécurité alimentaire et nutritionnel. Et quand j'ai dit nutritionnel, ça passe impérativement par une conservation, une transformation, et même faire de la recherche et développement pour produire toute l'année. Pour ne pas être obligé de consommer ce qu'on produit, par exemple, en période de guétena, pendant la période de guétena, de boire le lait que nous avons pendant l'hivernage et de manger ce que nous produisons en maraîchage pendant la période de récolte. Il faut qu'il y ait, ça perturbe l'aspect nutritionnel. Il faut donc qu'il y ait des infrastructures qui régularisent ça, qui assurent une offre et développer justement la recherche et le développement, l'innovation technologique. Et ça, je crois que la volonté y est. Il n'y a pas, le président de la République l'a lancé aujourd'hui et il a vu clair. Je crois que les trois aspects que mon collègue l'a dit, couplés avec une volonté réelle de l'État, va vraiment, à mon avis, aboutir rapidement à des résultats tangibles. Pendant ce temps-là, nous travaillons à... C'est-à-dire il y a le moyen, le court, le moyen et le long terme. Le développement, on est contraint de travailler déjà à court terme pour assurer un minimum de rentabilité de production, mais nous devons réfléchir à des projets innovants qui prennent du temps, qui sont bien étudiés et qui vont, à mon avis, être vraiment le moteur de l'économie nationale. Parce que l'agriculture, notre potentiel reste pratiquement non exploité. Pratiquement. Je l'espère, mais en termes d'aide aux agriculteurs, qu'est-ce que le département apporte à ces derniers
en termes aussi bien d'encadrement, de vulgarisation, d'encadrement, un mot, puisque le temps déjà touche à sa fin. Et, bien sûr, oui. je vous citerai les dispositions prises par le département qui rentrent dans le cadre de l'appui que vous demandez. Tout d'abord, il faut noter que tous les investissements de niveau structurant et qui ont coûté beaucoup d'argent, c'est des milliards, hein, c'est pas des millions, sont en réalité un appui aux agriculteurs. Si je parle du désenclavement, du curage des axes hydrauliques, de la lutte anti-aviaire et contre les ennemis des cultures, de l'appui à la mécanisation, etc., etc. Ça, ce sont des dispositions qui sont prises annuellement et d'ailleurs pratiquement continues pour mettre les agriculteurs dans l'environnement de la production. C'est un appui. D'autres appuis qui sont de type activité, appui variable, comme on dit. Vous savez très bien que chaque année, une quantité importante est acquise par le département d'engrais, urée, en potassium, et qui est subventionnée. D'ailleurs, la dernière campagne, où les agriculteurs ont eu des problèmes, certains ont eu les effets de l'inondation, mais l'engrais a été cédé gratuitement. Et chaque année, l'engrais est subventionné. Ça coûte des montants importants pour la puissance publique. Vous avez, comme je l'ai dit, la lutte anti-aviaire, il y a des fonds alloués à la lutte, aussi bien pour les équipes terrestres que pour la location d'avions de lutte aérienne. Tout ce que j'appelle le conseil rural est une subvention de l'État. C'est-à-dire tout ce dispositif de vulgarisation que vous voyez, qui est dans les régions, dans les départements et tout ça, c'est un appui purement subventionné pour appuyer. Et la formation et tout ça. Mais je n'ai pas fini parce que l'appui nécessiterait toute une émission dans le pluvial. Parce que je me concentre, on a l'impression d'oublier toujours le pluvial, qui est d'ailleurs dans presque 12 régions, 10 à 11 régions du pays, on parle de l'irrigué quand on peut dire que c'est la vallée. Dans le pluvial, chaque année, les semences distribuées sont gratuites. La lutte contre les ennemis des cultures aussi, elle est gratuite. La construction des barrages qu'on fait en moyenne une vingtaine à 30 ans par an, elle est aussi gratuite. D'accord. Et il y a, non pas seulement ça, je dis bien. Oui, je vous dirais parce que je ne peux pas citer. On me fait signe de l'autre côté, puisque vous le savez, les journaux télévisés ont débordé sur le temps imparti à l'émission. J'allais passer à l'Oasien. Oui, je sais. J'allais passer à l'Oasien parce que vous avez parlé des services au début. Je veux bien qu'on parle de l'essentiel également, puisqu'il y a le problème foncier également. Pour les derniers systèmes, un mot sur en une minute, en 2 minutes, pour ne pas oublier le système oasien et maraîcher. Dans le système oasien, le système solaire, l'approfondissement des puits, la construction des puits, parce qu'en général, c'est des zones avec un manque d'eau, et la distribution, même la création de nouvelles palmeraie, tout se fait à distribuer aux vulnérables. Tout ça constitue un appui annuel dans les 3 systèmes de production agricole. Tant mieux. Et qu'en est-il du problème foncier qu'évoquent le plus souvent les agriculteurs entre l'État et les chefs coutumiers en général? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Il y a des dispositions, quand vous parlez du foncier, le foncier constitue une composante très importante pour les hautes autorités de l'État, et d'ailleurs qui est une partie du programme du chef de l'État. Le foncier, quand on l'entend, ce n'est pas une affaire aussi simple, c'est une question assez délicate qui a des procédures à suivre, il y a une réglementation à faire, et il y a surtout un processus d'enquête sur chaque cas, c'est au cas par cas. Le foncier au niveau de la vallée n'est pas le foncier dans les zones oisiennes, n'est pas de... Mais je vous assure que beaucoup d'activités en termes de procédures, tout d'abord d'acquisition des terres, en termes de distribution des terres pour les non-propriétaires. Quand on aménage aujourd'hui un périmètre, on laisse un tiers aux non-propriétaires. Le cas de Chéchié que vous avez vu, je prends le simple exemple de Chéchié qui a été inauguré aujourd'hui par le président de la République. Un tiers revient aux propriétaires traditionnels, un tiers aux non-propriétaires. On a distribué à des non-propriétaires dans la même zone des parcelles. Vous avez dans l'Oasien des zones entièrement nouvelles pour des non-propriétaires. Donc le processus est en cours, il suit, et je crois que... il faut attendre. Allez-y, pour une minute. Nous avons quand même, pour compléter, monsieur le chargé de mission, je crois que la question foncière est une question
primordial. Et je crois que l'État est animé d'une grande volonté pour libérer l'aspect foncier, le rendre adéquat pour nos projections, pour la volonté de l'État de développer. Et je crois que récemment, un comité interministériel qui travaille sur ça. Mais la loi foncière en elle-même est très bonne, mais il faut bien la comprendre. Elle est, à mon avis, en harmonie avec nos orientations. Son décret d'application est en harmonie. Et je crois qu'il faut... l'essentiel, c'est qu'il y ait une approche participative qui intègre toutes les parties prenantes. Prendre en considération la tenue foncière, échanger avec les propriétaires traditionnels, trouver une entente et développer des ententes foncières. Développer les ententes foncières. Et on vient justement, il y a 2 semaines de cela, de faire pratiquement ce que j'ose dire, une audition publique à laquelle a assisté le ministre de l'Affaires économiques, le ministre de l'Agriculture. Et je crois qu'il y a eu un engouement aussi bien des propriétaires traditionnels, les ayants droit ou les gens, les gens qui avaient des terres à proximité de leur village, qui sont disponibles à développer des partenariats avec des promoteurs privés, qui sont donc avec l'État pour justement mettre en valeur, suivant des contrats de bail, on va développer des blocs, lancer des appels d'offres, et les gens qui sont intéressés vont dire voilà, et puis les villages bénéficieront d'une partie en fonction de la nature de la convention, de la nature du contrat de bail et de la nature même du terrain qu'on va aménager. Juste avant de finir, vous le savez tout autant que moi, le Parlement a voté récemment 3 projets de loi autorisant la ratification de conventions de crédit. Qu'est-ce que ces conventions peuvent apporter à un pays tel que le nôtre? Des conventions de crédit au niveau du Parlement. C'est très simple. Moi, je vous dis, le Parlement a ratifié 2 conventions. La première convention est relative du programme d'appui à la transformation de l'agriculture en Mauritanie, qui est un programme très ambitieux, qui développe donc 2 filières, la filière rizicole et la filière maraîchère, et qui procède à une approche multisectorielle qui intègre donc l'employabilité des jeunes, le développement d'agropoles et même le problème de financement de l'assurance et de fonds de garantie va développer ça. C'est un programme ambitieux que nous menons avec la Banque africaine de développement. Le deuxième projet du financement ratifié, la convention ratifiée, est relatif au système voisin, au développement du système voisin. C'est pour consolider les acquis de l'ancien projet de développement de culture voisine, avec le Fonds saoudien de développement. Mais je crois que ça, ce n'est que des projets parmi d'autres même que nous avons cités dans le cadre du PROPEP et qui sont beaucoup plus ambitieux que cela. Et je termine quand même pour le système voisin pour vous dire que ce projet-là qu'on est en train de consolider, on ne peut pas rester pour le système voisin, vu son importance dans la lutte contre la pauvreté, à une approche projet. Il faut qu'il y ait une agence nationale du développement du système voisin. C'est un système très important et il faut qu'il y ait une agence de développement du système. Tant mieux. On n'a pas eu le temps malheureusement d'évoquer toute la stratégie du département, tous les projets ambitions de votre département, mais il y a une contrainte de temps impartie à cette émission. Merci quand même d'être venu. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Mohamed Nemin, chargé de mission au ministère de l'Agriculture, M. Abdallahi Bab Zeyad, directeur de la planification des statistiques, de la coopération et du suivi évaluation au même département, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deda, Mamadou Gueye, Abdoulaye Sireba, Fall Sleta, Madani Dramé et le réalisateur Ahmed Salem Bouboud. Excellent moment avec la suite des programmes d'Il Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et à très vivement pour un nouveau numéro de votre émission Zoom Sur.